Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Bonjour Christophe. Les Américains ont le droit de manifester, mais pas celui de semer le chaos. Après 2 semaines de mobilisation sur les campus, le président américain a pris la parole pour rappeler que la dissidence est essentielle à la démocratie, mais que cette dissidence ne doit jamais conduire au désordre. Il a par ailleurs assuré qu'il n'y avait pas de place pour le racisme en Amérique, qu'il s'agisse d'antisémitisme ou d'islamophobie. Un discours équilibré, bien loin des mots de Donald Trump qui, quelques heures avant la prise de parole présidentielle, avait décrit les manifestants comme, je cite, « des tarés de la gauche radicale ». Ces derniers jours, les forces de l'ordre sont intervenues pour déloger les contestataires, parfois dans la violence et le désordre, comme à UCLA en Californie ce jeudi 2 mai. Bilan, près de 2000 interpellations dans tout le pays, des breaking news sur les chaînes d'infos en continu et un débat qui s'enflamme, les républicains tentant de s'engouffrer dans la brèche pour mettre le sujet au menu de l'argumentaire anti-woke afin d'attaquer le camp démocrate. Et ce mercredi 1er mai, la Chambre des représentants, à majorité républicaine, a adopté un texte visant à lutter, je cite, contre l'antisémitisme et le négationnisme sur les campus. Alors nous allons revenir sur l'impact de ce mouvement dans le débat américain, mais pour commencer Alain, une question, que veulent exactement les manifestants ? Je crois que ce sont des revendications à plusieurs niveaux. Il y a des revendications immédiates, par exemple, qui sont de couper les liens avec les universités israéliennes, notamment la grande université de Tel Aviv. C'est ce que disaient les étudiants de Columbia. Universités israéliennes qui sont pourtant en pointe contre Netanyahou. Absolument. C'est de couper les liens avec Israël. Ils réclament aussi que le gouvernement américain cesse de continuer à livrer des bombes, des armes, des munitions à Israël, en faisant valoir que, dans la mesure où le gouvernement américain ne veut pas d'une opération terrestre à Rafah, qui ressemblerait à ce qui s'est passé dans les 2 mois derniers, à ce qui s'est passé dans le nord et dans le centre de la bande de Gaza, il serait absurde, enfin illogique en tout cas, que le gouvernement américain continue à livrer des armes à Israël. Et enfin, il y a aussi une dénonciation. Il y a une dénonciation, simplement une sympathie, une empathie faite avec le sort des habitants palestiniens de la bande de Gaza. Ils font valoir, à juste titre, que toutes les universités de la bande de Gaza, par exemple, ont été bombardées. Les hôpitaux, le système hospitalier, il y avait 10 hôpitaux pour 2 300 000 personnes, ont été bombardés. Il y a toujours une bataille, notamment entre les États-Unis, le gouvernement américain et Israël, sur la livraison d'assistance alimentaire et médicale aux habitants de Gaza. Et ils font valoir aussi que les 2 tiers des habitations ont été détruites ou endommagées. Donc c'est quand même une situation d'urgence. Donc voilà ce qu'ils disent. Et après, se confond avec cette revendication la forme qu'elle prend ponctuellement, ici et là. Et là, dans cette forme-là, vous trouvez, par exemple, éternellement ce slogan de la mer au Jourdain, ce qui implique la disparition de l'État d'Israël. Alors, vous me direz que ce slogan, c'est aussi celui de l'extrême droite israélienne. C'est exactement le même. Et ça, c'est la volonté qu'il n'y ait plus d'État d'Israël. Vous avez aussi ce côté, cette espèce de guévarisme moyen-oriental où tout le monde porte son kéfier et des lunettes noires, qui ajoute aussi, je ne sais pas trop ce que ça ajoute, mais c'est pas bon pour l'image des campus américains dans la classe moyenne du pays. Et enfin, vous avez à intervalles réguliers des slogans aussi, par exemple, les sionistes n'ont pas le droit de vivre, qui d'abord montrent qu'ils ne savent pas ce que c'est que le mouvement sioniste, que ça a été, et ce qu'il a représenté au moment de la naissance d'Israël et avant, et donc qui montrent aussi une méconnaissance totale, et qui se font dans les slogans du Hamas. C'est-à-dire que c'est très difficile de dissocier un mouvement généreux, d'une empathie qui paraît plus que légitime avec la population palestinienne, dans la mesure où c'est pas quelque chose qu'on entend assez fréquemment aux États-Unis. Et puis dans chacune des manifestations, qui en général ne sont pas violentes, mais quelquefois il y a des occupations, comme à Columbia, des occupations d'un bâtiment, et puis c'était la reprise là-dedans, vous n'y échappez pas, du slogan dont je parlais, là, du fleuve à la mer, la reprise de slogans du Hamas, qui relève autant de l'antisémitisme que de l'antisionisme, tout ce que vous voulez, et voilà, et vous avez une sorte de cocktail qui est compliqué. Des revendications légitimes sur le fond, Jean-Marie, mais qui créent un malaise sur la forme ?
Il faut se souvenir qu'au point de départ, il y a la journée du 7 octobre. Et que la journée du 7 octobre est un traumatisme très profond pour Israël et qui a pour but, c'est un pogrom, c'est pour exterminer un maximum de gens de confession juive. Enfin, il n'y a aucun doute là-dessus. Et à partir de là, d'ailleurs, Joe Biden, qui se rend sur place, apporte un soutien inconditionnel à Israël. Pourquoi ? Parce que on est en présence d'une offensive et d'un mouvement qui ouvertement réclame la suppression de l'État d'Israël. Donc, à partir de là, il se déclenche paradoxalement un mouvement qui n'exprime aucune empathie pour les victimes israéliennes, aucune empathie pour ce qui s'est passé le 7 octobre, mais va tourner son attention vers la riposte israélienne. Mais avant même cette riposte, se déclenche une grande vague d'antisémitisme, à la fois chez nous, en France, par exemple, mais aussi aux États-Unis, sur les campus. C'est aussi là que ça démarre, avant même que la riposte israélienne n'intervienne. Alors après, il y a la façon dont l'armée israélienne se comporte à Gaza. Et là, on comprend à la fois qu'il y ait empathie, inquiétude vis-à-vis de la population de Gaza. Il y a même un moment où on se dit ça suffit, c'est assez. Et donc on peut se tourner vers les États-Unis pour dire mais il faut que la pression américaine s'accentue pour faire cesser ces opérations qui ressemblent à ce que les Russes ont pu faire en Tchétchénie ou ce qui s'est passé en Syrie ou ce qui s'est passé même en Ukraine dans certaines batailles autour de certaines villes qui finissent complètement rasées. C'est le sort d'une bonne partie de la bande de Gaza. Et donc là, on se dit, voilà, ce mouvement de sympathie, ce mouvement de soutien même aux populations de Gaza est justifié et on le trouve parfaitement légitime. Sauf que on ne peut pas oublier la première phase. Et la première phase, c'est quand même une phase où à la fois on légitime au fond les opérations du Hamas, au point d'ailleurs que on fait la confusion entre les Palestiniens, les Gazaouis et le Hamas lui-même. Et donc c'est là que ça ne va plus d'une certaine façon, parce que là, on devient vraiment les alliés d'un mouvement qui est uniquement dans la haine d'Israël. Et donc c'est cette haine d'Israël qui transparaît dans beaucoup de ces manifestations, avec un slogan qui est très pervers et qui consiste à dire on veut stopper le génocide. Faire référence à un génocide, c'est précisément arriver à faire oublier ou neutraliser ou délégitimer le génocide vrai qui a eu lieu pendant la Shoah contre les Juifs et qui donne naissance à l'État d'Israël et donne naissance à la protection dont bénéficie Israël aujourd'hui à cause de la Shoah, à cause de ce génocide. Et donc, dire aujourd'hui que les victimes du génocide d'hier sont les génocidaires d'aujourd'hui, c'est une façon de neutraliser l'héritage de la Shoah, c'est une façon donc de délégitimer l'idée même de l'État d'Israël et de délégitimer le fait qu'Israël puisse être défendu dans son existence, ce qui est quand même la question posée par le Hamas. Mais est-ce que l'ampleur du nombre de victimes... C'est là que ça coince, si j'ose dire, dans l'interprétation qu'on peut avoir de ce mouvement, parce qu'il ne faut pas être dupe de cela. Est-ce que l'ampleur du nombre de victimes à Gaza, plus de 30 000 sur 2,5 millions d'habitants, c'est des chiffres qui sont énormes. C'est bien sûr, c'est énorme, aussi mais bien sûr. À ce terme génocide, même s'il n'est pas exact sur le plan juridique. Non, parce que là, on ne peut pas parler de génocide. On ne peut absolument pas parler de génocide. Génocide, c'est ce qui s'est passé en Afrique avec les Hutus. C'est ce qui s'est passé, évidemment, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous ciblez une population donnée et vous l'éradiquez. Ce n'est pas du tout le cas. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un ciblage et des destructions qui sont censées viser des gens qui se protègent objectivement dans les hôpitaux, dans les lieux publics, qui se mêlent volontairement à la population, et donc ils sont rattrapés de ce point de vue-là. Donc je pense que vraiment l'utilisation du terme génocidaire est vraiment fait pour neutraliser le génocide dont ont été victimes les Juifs, et de dire, ben voilà, donc du coup, l'État d'Israël n'a pas de fondement. C'est ça qui est en jeu. Et c'est en cela que les manifestants, j'allais dire, naïvement tombent dans ce piège, même si on comprend encore une fois très bien que le sort des Palestiniens de Gaza soit de nature à émouvoir tout le monde et soit de nature à même à un sentiment de révolte vis-à-vis de la façon dont le gouvernement israélien agit. Gouvernement dont il faut rappeler qu'il est très lesté par son extrême droite. Sur le plan politique, Alain, d'un côté, on a des républicains qui semblent parler d'une seule voix sur le sujet. En face, on a des démocrates qui sont un peu plus mal à l'aise avec des clivages et des divisions au sein du parti.
Les républicains exploitent la situation. La semaine dernière, j'étais aux États-Unis et naturellement, ça faisait l'ouverture des journaux télévisés. Le leader des républicains à la Chambre, les républicains ont une majorité de 6 députés à la Chambre, le leader, Mike Johnson, est venu sur le campus de Columbia avec quelques autres députés républicains et pour dénoncer. Alors lui, c'est une rhétorique assez simple du côté des républicains, c'est toute manifestation de compassion ou d'empathie à l'égard des Palestiniens, c'est de l'antisémitisme. Donc la conversation s'arrête et le débat aussi. Ils veulent exploiter au maximum ces images. Ils savent très bien que ça ne plaît pas, en tout cas que ça risque de déplaire à la classe moyenne américaine. Ils peuvent ressouder leur électorat sur ce thème. Oui, ils vont tout faire pour exploiter cette situation. En revanche, elle est très dangereuse pour Joe Biden, parce qu'il y a au moins 2 périls, 2 menaces pour Biden dans cette histoire, où il faut qu'il navigue avec une grande prudence. Ça l'éloigne de l'aile gauche de son parti, donc c'est-à-dire des jeunes gens dont il a besoin, enfin d'une partie des jeunes gens. Parce que lorsqu'on parle d'une mobilisation de la jeunesse américaine, il faut pas exagérer. Y compris dans les campus en question, c'est une minorité d'étudiants. Vous avez quelquefois 60 ou 80 étudiants sur certains campus. Sur 30 campus, il y a des manifestations. Mais quelquefois, c'est pas forcément des manifestations massives. En 4 ans, l'image de Joe Biden, et on se demande pourquoi d'ailleurs, son image s'est très largement effondrée chez les jeunes, chez les 18 à 25 ans. Or, il va avoir besoin de ces voix-là. Peut-être qu'au dernier moment, il y aura une mobilisation en sa faveur, mais il va en avoir besoin. Et enfin, deuxième argument, deuxième menace, si vous voulez, elle touche directement, la deuxième menace touche à son image. C'est-à-dire, voilà un président qui ne se fait pas respecter à l'étranger, que Benjamin Netanyahou peut balader, peut promener comme ça, comme il veut, qui peut défier le président Biden sans que Biden ne réagisse. Et voilà un président qui aussi, à l'égard des troubles à l'intérieur, donne une image de faiblesse. Et donc, à son aile gauche, et ensuite son image dans l'opinion publique est menacée par cette crise à un moment où les sondages ne sont pas bons. C'est toujours, la plupart du temps, dans la plupart des sondages, c'est Trump qui devance. Je ne dis pas qu'il devance de beaucoup, mais c'est Trump qui devance. Alors les sondages ne sont pas forcément très significatifs à cause du mode de scrutin, qui est un mode de scrutin indirect, et puis parce qu'il reste 6 mois avant le 5 novembre. Le site site d'agrégation de sondage 538 donne Trump devant avec 0,7%. C'est une agrégation, donc ça ne veut pas dire grand-chose, mais globalement, c'est vrai que Trump domine un petit peu. C'est risqué pour Biden. On se rappelle de 68 aux États-Unis, avec les mouvements contre la guerre au Vietnam, avec une élection qui verra Nixon l'emporter, le camp républicain, alors que c'était un démocrate, Johnson, qui était aux commandes. Est-ce qu'on est un peu dans la même configuration selon vous? Alors évidemment, comparaison n'est pas raison, mais est-ce qu'on peut pas y voir des éléments d'explication ou d'éclairage de ce qui se passe aujourd'hui? En tout cas, beaucoup de gens y pensent et la plupart des journaux rappellent que le président Johnson, qui était le démocrate Johnson, qui avait fait progresser l'État-providence, qui a fait passer la loi sur l'égalité civique, notamment aux États-Unis, en faveur des Afro-Américains, et donc qui n'était pas un réactionnaire, mais il était totalement enlisé au Vietnam et il ne savait pas comment se sortir du Vietnam. Les démocrates étaient divisés entre eux. Leur convention à Chicago a donné lieu à des grandes manifestations de l'aile gauche, mobilisés contre leur candidat, qui était Humphrey. Et tout ça a donné le sentiment d'un parti démocrate qui n'était pas vraiment aux commandes, qui ne savait pas ce qu'il voulait, qui était divisé. C'est ça qui peut menacer Joe Biden aujourd'hui, d'autant que les démocrates tiennent aussi leur convention cet été à Chicago. Mais voilà, la comparaison s'arrête là. Parce que pourquoi les jeunes Américains étaient tellement mobilisés en 68 ? C'est parce qu'on avait rétabli la conscription. On pouvait avoir 1 sur 6, mais pas 2. Ou 3 si vous voulez. Et donc chacun était susceptible, tous les jeunes gens étaient susceptibles d'être appelés pour une guerre qui n'en finissait pas, dont on voyait mal quel était l'objectif, et que les États-Unis ne paraissaient pas en mesure de gagner, même si sur le terrain, ils l'emportaient assez largement. C'est ça qui limite la comparaison, c'est quand même très très différent. En revanche, voilà, jamais Joe Biden n'a donné le sentiment
depuis l'opération israélienne, 2 semaines après le 7 octobre, quand les Israéliens lancent leur offensive, jamais il n'a donné le sentiment d'avoir posé des conditions, de conditionner l'aide américaine, soit à un processus politique, soit à un type d'opération militaire. Jamais. On a le sentiment qu'il a donné un feu vert total aux Israéliens quant à l'usage des bombes que leur livraient les États-Unis. C'est ça qui est au cœur de cette crise. Peut-être a-t-il posé des conditions en privé à Benyamin Netanyahou, mais il ne l'a jamais fait savoir. En tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la journée du 7 octobre, elle est interprétée aussitôt, comme on dit de façon un peu trop savante, un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans les guerres habituelles qui parsèment la vie d'Israël vis-à-vis ici du Hezbollah, là, d'autres factions éventuellement d'ailleurs palestiniennes, même au temps de Yasser Arafat, etc. On est en face d'une offensive qui a pour but, et ça les services de renseignement l'établissent très vite, dont l'objectif est, il y a d'ailleurs une enquête, je crois, de Haaretz qui vient de sortir sur les tenants et aboutissants de l'offensive du Hamas, dont les ambitions étaient d'aller beaucoup plus loin que ce à quoi ils ont pu parvenir, et c'était vraiment une vision d'éradication d'Israël, très clairement. Donc je pense que quand Joe Biden témoigne de sa solidarité inconditionnelle, d'une certaine façon, à Israël, c'est très directement lié à l'analyse de ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc si on n'a pas ça en tête, évidemment, on perd le fil, parce qu'au point de départ, il y a ce soutien, en effet, inconditionnel. Et après, de fil en aiguille, ça se dégrade. Pourquoi ? Parce que on pense qu'il est légitime de la part d'Israël de vouloir éradiquer le Hamas, du coup, et donc éliminer un groupe terroriste qui mêle à la fois mystique et politique, ainsi de suite. Ensuite, le spectacle donné en effet par Israël et le fait qu'on soit dans une attitude tactique qui est d'ailleurs très souvent celle d'Israël et qui est de recourir à une sorte de punition collective. Quand ils arrêtent des jeunes Palestiniens qui mettent des bombes ou commettent des attentats ici ou là, aussitôt la maison de cette famille est détruite, ainsi de suite. Et là, c'est un peu la même chose qui s'est produit. On détruit la bande de Gaza pour à la fois punir et en même temps essayer d'éliminer les membres du Hamas. Donc c'est à ce moment-là qu'intervient une prise de conscience de ce que Israël va trop loin, les méthodes qu'ils emploient ne sont pas acceptables, et à ce moment-là, c'est là que Joe Biden bute sur l'obstacle Netanyahou, qui montre que Joe Biden n'arrive pas vraiment à influencer l'attitude de l'armée israélienne et n'arrive pas à influencer les décisions de Netanyahou. Et le symbole de ça, le cœur de cela, c'est quand Joe Biden rappelle l'objectif des 2 États et que Netanyahou répond jamais. On sait bien combien l'émotion compte dans une campagne présidentielle, plus parfois et même souvent que les faits. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un changement de tempo de la part de Joe Biden par rapport à Netanyahou ? Est-ce qu'il ne pourrait pas raffermir ses positions et avoir un rappel à l'ordre plus clair de manière à retrouver peut-être du crédit dans le camp démocrate ? Là, il y a quelques mois qui vont être décisifs, voire quelques semaines. D'abord, Joe Biden s'est prononcé publiquement, le département d'État aussi, les États-Unis se sont publiquement prononcés. Ils ne veulent pas d'une offensive sur Rafah, si elle ressemble à ce qui s'est passé dans la ville même de Gaza, au centre et au nord de la bande de Gaza. Les États-Unis sont contre. Beaucoup d'Israéliens, ça commence aussi à changer dans l'opinion en Israël. Avant, les Israéliens étaient plutôt pour aussi, il fallait en finir, il fallait essayer d'en finir. Mais beaucoup d'Israéliens comprennent que c'est incompatible avec la libération des otages. Il y a ça aussi. Traditionnellement, Israélien s'est battu sur tous les fronts pour récupérer les otages, voire même les corps de soldats qui avaient été tués, et a accepté de libérer les Palestiniens par centaines, des prisonniers palestiniens par centaines, pour récupérer un otage, notamment un dans la bande de Gaza. Et donc, la mobilisation, elle est forte aussi pour la libération des otages. Les Américains disent il y a en ce moment sur la table les paramètres d'une possible négociation. Et vous avez aussi des militaires israéliens qui disent que le Hamas a été très largement neutralisé sur les 36
25 000 morts, il y a au moins 10 000 combattants du Hamas. Alors, c'est difficile de savoir, civils, militaires, mais enfin, c'est ce que disent les militaires eux-mêmes. Et donc, il est très largement neutralisé. Il reste une centaine d'otages. Peut-être certains ont été tués par ceux qui ont été leurs ravisseurs ou tués dans les bombardements israéliens. Mais enfin, il y a encore des otages vivants. Ils sont probablement destinés à être le dernier bouclier humain protégeant le chef du Hamas à Gaza. Voilà, c'est une situation très difficile. Peut-être n'y aura-t-il pas d'offensive terrestre après une vague de bombardements sur la ville de Rafah. Ce n'est pas impossible. Ensuite, il y aura un deuxième défi. Les Américains discutent et ont avancé énormément avec les Saoudiens sur une reprise d'une négociation israélo-palestinienne dont on afficherait cette fois-ci, et pour la première fois d'ailleurs, qu'elle est destinée à aboutir à la création d'un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël. Là aussi, imaginez que les Américains rencontrent une manière de succès dans cette démarche. À ce moment-là, les sondages aussi peuvent évoluer. Rien n'est totalement prévisible dans cette histoire. Est-ce qu'on peut comparer la mobilisation américaine sur les campus à celle qui est en train de se dérouler en France, Jean-Marie, selon vous ? Les bases idéologiques, si j'ose dire, sont les mêmes. C'est le discours sur de la mer au Jourdain, le discours sur le génocide, etc. Tous ces slogans sont les mêmes. En revanche, c'est certainement... D'abord, l'ampleur n'est pas comparable, même s'il y a quand même pas mal d'établissements qui ont essayé d'enchaîner en France sur ce sujet. Et les évacuations sont le fait de... Enfin, les occupations plutôt sont le fait de petits groupes. Mais on ne peut pas savoir parce que, comme toujours dans ce genre d'événements, au départ, ce sont des petits groupes. Au départ, c'est une minorité agissante. Et puis, si l'incendie prend, si ça s'étend vraiment... À ce moment-là, ça change de nature et on est dans autre chose. On n'en est pas là. Pour le moment, ça reste quand même très minoritaire et très contrôlé. La gauche française a une tradition pro-palestinienne ? Oui, il y a une tradition pro-palestinienne, mais pas seulement de la gauche française. Je veux dire, la France a, dans la période récente, c'est la France qui sauve Arafat et qui permet à Arafat de continuer d'être en vie d'une part et ensuite de continuer son chemin. Et la France d'ailleurs a payé un prix élevé son engagement dans ces pays-là, notamment l'explosion de l'immeuble à Beyrouth qui tue une cinquantaine de parachutistes français. Donc il y a une grande tradition en France et la position d'aujourd'hui d'Emmanuel Macron est conforme à ce qu'avait défini François Mitterrand dès le départ. Nous allons revenir aux États-Unis et revenir au sondage dont on parlait avec Trump et Biden au coude à coude. Mais il y a un troisième homme en embuscade. Ce troisième homme, c'est Robert Kennedy, un candidat indépendant. Il gêne Trump, Biden. On ne sait pas vraiment lequel des deux il gêne le plus. On a vu déjà des troisièmes hommes dans différentes élections américaines faire perdre l'un ou l'autre candidat. Ça a été le cas de Al Gore qui a perdu à cause de Ralph Nader face à George Bush Jr. Ça a été le cas de Ross Perot qui a fait perdre George Bush père cette fois-ci contre Clinton. Kennedy est une menace pour les deux candidats. Mais pour lequel, selon vous, Alain, représente-t-il une plus grande menace ? Alors, je crois que d'abord, il faut parler au conditionnel, parce que pour le moment, je crois qu'il n'a déposé les actes de sa candidature que dans une demi-douzaine d'États. Donc, il faut attendre de voir s'il ira jusqu'au bout. Il a 70 ans. C'est un démocrate, comme l'était sa famille, comme l'était son père, qui était donc l'un des jeunes frères du président John Kennedy, qui s'appelait aussi Robert, et qui était ministre de la Justice dans le gouvernement, dans l'administration Kennedy, attorney général, et qui a été assassiné en 1968 par un Palestinien à Los Angeles, en sortant d'un hôtel à Los Angeles. S'il va jusqu'au bout, il est maintenant inscrit comme indépendant. S'il se maintient jusqu'au bout, il prend des voix aux deux. Il prend des voix démocrates, sans doute. Il en prend à Biden. C'est un avocat. C'est un grand spécialiste du droit de l'environnement. Il a gagné un procès contre, vous savez, ce grand fabricant d'engrais, Monsanto. Il a gagné un procès célèbre contre Monsanto. Et c'est un professeur de droit, un avocat, spécialiste de l'écologie, mais il est aussi farouchement, dogmatiquement anti-vaccin. Et donc, il a séduit aussi une partie de l'électorat trumpiste qui est anti-vax. Et là, il a poussé son sentiment anti-vax jusqu'à des théories du complot. Enfin, voilà, on interdisait aux gens de se vacciner pour permettre d'installer la 5G dans tous les téléphones portables, etc. Enfin, des trucs indignes d'un homme aussi qualifié par ailleurs qu'il l'est. Il y a récemment des sondages qui indiquent qu'il prend plus de voix à Donald Trump
qu'a Joe Biden. Ce qui est logique, puisqu'il est anti-vax, il peut concurrencer Donald Trump dans ce registre. Merci Alain, merci Jean-Marie. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans Le Monde et sur lemonde.fr. Jean-Marie, je rappelle quant à vous votre participation à l'émission politique sur France 24, le jeudi aussi, et cette semaine vous parlez des élections européennes. Bien sûr, qui approchent. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Au revoir Christophe. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation Christophe Caron. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez.